de vous présenter donc M. Bernard Lachaise, qui nous fait l'amitié et l'honneur de revenir à Saint-Émilion pour notre société pour la deuxième fois, puisque nous l'avions accueilli en 2013, où il nous avait parlé des Américains en Gironde en 1917-1918, les troupes américaines bien sûr en Gironde. Ce soir, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et ce soir, vous venez nous parler d'un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé au niveau de vos recherches, Jacques Chaban-Delmas. Et vos travaux ont débouché sur cet homme politique, vos travaux ont débouché sur 3 ouvrages. Jacques Chaban-Delmas en politique, qui est sorti en 2007, Chaban et Bordeaux, qui est sorti en 2010 et apparaître cette année, Les 3 vies de Chaban. Les 3 vies de Chaban qui sortiront dans le courant de l'année. Alors, à la table des livres tenue par Catherine Vautier, vous avez 2 de ses ouvrages, et j'oubliais, ici, un ouvrage qui n'est pas sur Chaban-Delmas, c'est un ouvrage qui est sur Manon Cormier, qui était une résistante bordelaise. Donc, deux de vos ouvrages sont à votre disposition, si vous êtes intéressé par un achat et une dédicace, à la table tenue par Catherine. Alors, cet homme politique, Jacques Chaban-Delmas, nous l'avons tous plus ou moins connu, sinon connu, croisé, aperçu, puisque, habitant le Bordelais, il occupait notre espace politique et public. Alors, quelques images surgissent de notre mémoire pour évoquer ce personnage. Je me souviens d'une image sur un film, le 25 août 1944, où on voit Chaban, qui s'appelait à l'époque Delmas, d'ailleurs, pas Chaban, aux côtés du général Leclerc sur un tank, lors de la libération de Paris. On le voit très bien en train de montrer le chemin ou un objectif au général Leclerc. Et alors, il était délégué militaire du général de Gaulle pour toute la France, et il avait 29 ans. Ensuite, ça a été le maire de Bordeaux durant 48 ans. On se souvient de lui, souriant, très à l'aise, aussi bien au Capucin qu'au Chartron, construisant de nouveaux quartiers dans sa ville, ne pas oublier son œuvre urbanistique, qui est très importante, même si le successeur a fait beaucoup de choses. Mais aussi construisant la communauté urbaine grâce à ce qu'il appelait la mise en commun des convergences. C'était ses propos, la mise en commun des convergences avec ses adversaires politiques qui tenaient les banlieues de Bordeaux. Et puis on se souvient aussi de ses audaces culturelles, CIMA, le Centre d'art contemporain, le CAPC, sans oublier sa fidélité au milieu musical. Je me souviens aussi de son action forte au niveau de la région, son action économique forte au niveau de la région Aquitaine, en symbiose avec le préfet de Launay, ceci préfigurant la grande décentralisation des années 1980. Je citerai simplement l'aménagement de la côte aquitaine, qui a marqué le paysage. Et ne l'appelait-on pas alors le duc d'Aquitaine? Et puis c'est ce volet qui sera notre sujet ce soir, M. Lachaise, Jacques Chaban-Delmas, l'homme d'État. Alors, 3 passages au perchoir de l'Assemblée nationale durant quelques 16 années, c'est unique. On se souvient de sa présidence ferme et courtoise, dispensée par sa voix caractéristique encore présente à notre oreille, de son talent de médiateur entre les députés et l'exécutif, comme entre la droite et la gauche. On peut dire qu'il était gaulliste, certes, mais pas Godillot. Et enfin, le Premier ministre de la nouvelle société, qui fut un programme de dimension présidentielle, je me permets de reprendre vos termes, un programme de dimension présidentielle de la nouvelle société, un véritable souffle d'air frais, une respiration économique et sociale. Alors nous avons pu rêver qu'il la porte au-delà des 3 années qu'il a passées à Matignon, mais vous allez nous expliquer tout cela. Nous vous écoutons, merci. Merci. C'est bon ? Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que la Société historique et archéologique de Saint-Émilion pour l'invitation que vous m'avez faite ce soir. C'est un plaisir pour moi, effectivement, de vous parler de ce personnage historique que personne n'a encore oublié, parce que son décès est relativement récent et que tous ceux qui ont un peu plus de 40 ans ne peuvent pas ignorer. Et effectivement, ce n'est pas Chaban le Bordelais que je vais évoquer devant vous ce soir,
mais Chaban, l'homme d'État. Alors Chaban, il est né pendant la Première Guerre mondiale, en 1915. Il est entré dans l'histoire, le président Ledoux le rappelait, pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment en particulier de la libération de Paris. Et c'est incontestablement une personnalité marquante, forte, de l'histoire politique de la France durant un demi-siècle. Et au-delà même de l'histoire politique, de l'histoire tout court. J'ai récapitulé sur la diapositive que vous voyez l'ensemble des fonctions qu'il a occupées, ce qui est assez impressionnant. Je les ai classées par ordre d'accession à ces différentes fonctions. En gras, les fonctions de type législative, donc à la fois le député et le président de l'Assemblée nationale. En rouge, les fonctions exécutives, c'est-à-dire les postes qu'il a occupés dans les différents gouvernements ou à la tête d'un gouvernement. Et en gris un peu plus clair, les fonctions locales à Bordeaux, en Gironde et en Aquitaine, à savoir la mairie, bien entendu, la présidence de la communauté urbaine à partir du moment où celle-ci a été créée, donc en 1968, et la présidence du Conseil régional d'Aquitaine. Alors, j'ai indiqué des numéros après certaines de ces fonctions, puisque, vous le voyez, il y a eu des mandats non consécutifs, en quelque sorte. Mais je crois que si l'on regarde l'ensemble, ça donne évidemment un aperçu d'une carrière qui est exceptionnelle dans l'histoire de France du XXe siècle, à part peut-être Édouard Herriot, qui à mains égards est son grand rival, Édouard Herriot, le radical, que Jacques Chaban-Delmas a bien connu, auprès duquel il a commencé sa carrière politique en tant que radical au lendemain de la guerre, qu'il a connu en tant que présidente de l'Assemblée nationale dans les années 50 et jusqu'à sa mort en 1957, et pour lequel il avait un vrai respect jusqu'à la fin de sa vie, qui n'était pas égal à celui qu'il avait envers le général de Gaulle, mais il n'oubliait pas que quand il s'était fait élire, ce qui était assez habile en 1946 comme député, il s'était fait élire avec le double patronage d'Herriot et du général de Gaulle. Donc un parcours effectivement de tout premier plan, lié, et c'est pour cela que l'on peut parler d'un parcours d'homme d'État aussi, non seulement à l'histoire locale et à l'histoire régionale de Bordeaux, de la Gironde et de l'Aquitaine, mais évidemment à l'histoire de France dans ses dimensions de pouvoir législatif et exécutif. Est-ce que ça suffit pour être qualifié d'homme d'État ? Alors il y a une définition que l'on prête à Churchill, je n'ai pas vérifié la véracité, où Churchill disait ou aurait dit ceci: la différence entre un politicien et un homme d'État est que le politicien pense aux élections suivantes, tandis que l'homme d'État pense aux générations suivantes. Alors, la différence entre un politicien ou un homme politique, parce que le mot politicien a toujours une petite connotation un peu péjorative, la différence entre un politicien et un homme d'État, ce sont sans doute les qualités personnelles du personnage. Et Chaban n'en manquait pas, je les évoquerai évidemment. Mais c'est aussi, je crois, la marque laissée dans l'histoire qui distingue parmi tous les politiciens celui qui doit rester, qui reste comme un homme d'État. Or, la marque de Chaban est multiple dans l'histoire. De la résistance à la libération de Paris, où il a joué un véritable rôle, malgré sa jeunesse, 29 ans. Il ne faut pas oublier le mot et le regard que le général de Gaulle, qui le voit pour la première fois en 1944, a en lui disant « c'est vous, Chaban, c'est bien Chaban », mais avec un étonnement sur la jeunesse de ce délégué, de ce jeune général, donc. Et il ne faut pas oublier que cette participation à la résistance a donné à Jacques Chaban-Delmas, par la volonté du général de Gaulle, le titre de compagnon de la Libération, qui a été son premier titre antérieur, qui n'est pas un titre politique, qui a été le premier avant toute sa carrière politique, et le seul qu'il ait voulu garder
sur sa tombe, puisque si vous allez à Asquin, au Pays Basque, donc sur la modeste tombe de Jacques Chaban-Delmas, vous avez comme seul titre Compagnon de la Libération. Donc, un personnage qui a marqué l'histoire de la résistance et de la libération de Paris, un personnage qui a marqué, bien entendu, Bordeaux, et qui a marqué des moments clés de l'histoire de France, déjà comme ministre sous la 4e République. Il l'a été à 3 reprises, et vous excuserez la faute d'orthographe que je suis en train de découvrir à propos du premier. Voilà, vous avez tous rectifié, ministre évidemment au singulier, même si, remarquez, il l'a été 2 fois, puisqu'il a démissionné temporairement pendant le gouvernement Mendès France, et qu'il est revenu au ministère après. Mais enfin bon, c'était pas la raison du S en trop ici. Alors, à ce moment-là, dans le gouvernement Mendès France, il a joué un rôle important pour faire échouer ce qu'on appelait la CED, la Communauté Européenne de Défense, qui était ce projet européen transnational, auquel le général de Gaulle, les gaullistes et les communistes d'ailleurs, étaient très très hostiles, parce qu'ils y voyaient un projet qui faisait disparaître une armée nationale dans un ensemble où la France perdait son indépendance. Et Chaban a, de ce point de vue-là, joué un rôle historique à ce moment-là. Le deuxième moment en tant que ministre, c'est quand il est ministre d'État, d'une part, de Guy Mollet, cette fois, du socialiste Guy Mollet en 1956, puis en 1957, ministre de Félix Gaillard, donc comme ministre de la Défense nationale. Chaban a joué là 2 rôles. Il a participé à la constitution de la France comme puissance atomique. C'est-à-dire qu'il a été lié, dès le milieu des années 50, à un petit groupe qui a travaillé en secret à préparer la bombe atomique pour la France. Vous savez peut-être que cette bombe, elle a explosé pour la première fois en Algérie, à Reggane en 1960, mais elle n'était pas née en 2 ans. C'était un projet préparé très minutieusement, mais dans le plus grand secret, depuis de nombreuses années. Eh bien, Chaban a été un des artisans, pas autant qu'il a bien voulu le dire par la suite, mais il a été un des artisans de cette décision qui fait que la France est devenue une puissance nucléaire, une des rares, la seule avec le Royaume-Uni en Europe. Enfin, le 3e rôle en tant que ministre, et ministre de la Défense en 1958, c'est le rôle sur la question algérienne et au moment en particulier de la crise algérienne du mois de mai 1958, après le 13 mai 1958. Vous voyez ici le jeune ministre, il est encore relativement jeune, passant donc les troupes en revue en 1958, et c'est grâce à lui, et de par les fonctions qu'il occupait au ministère, par l'antenne qu'il avait créée à Alger, avec notamment Léon Delbecq, que finalement, sans qu'il ait officiellement joué un rôle, sans qu'il ait officiellement été en contact avec le général de Gaulle, mais que les milieux gaullistes, les réseaux gaullistes, ont pu préparer à ce moment-là le retour du général de Gaulle au pouvoir en mai, à la fin mai 1958. Je cite un de mes collègues, Jean-Paul Thomas, qui a beaucoup travaillé sur la question, et qui écrit ceci: « Sans lui, quelle que soit son ambiguïté, il n'y a ni antenne ni issue gaulliste à la crise. » Donc, il est un des artisans du retour du général de Gaulle au pouvoir, grâce au poste, justement, ministériel qu'il occupe. Mais, et le président Ledoux l'a annoncé, les 2 fonctions principales qui permettent véritablement à Chaban de rester dans l'histoire comme un homme d'État, c'est la présidence de l'Assemblée nationale qu'il a exercée, donc vous le voyez, à 3 reprises, le perchoir, comme on dit, donc la présidence de l'Assemblée, entre 1958 et 1969, entre 1978 et 1981, et à nouveau entre 1986 et 1988, c'est-à-dire sous 3 présidents. Pendant toute la présidence de Charles de Gaulle, dans les années 60, pendant une partie de la présidence de Giscard d'Estaing dans les années 70, et un petit peu pendant la présidence Mitterrand, au temps de la cohabitation, la première cohabitation entre 1986 et 1988.
Le perchoir, Jacques Chaban-Delmas, qui avait déjà une longue expérience parlementaire, il est député depuis 12 ans lorsqu'il accède à la présidence de l'Assemblée. Le perchoir, Chaban l'a voulu. Il avait, a-t-on pu dire, une passion du Palais Bourbon. Une passion du Palais Bourbon. C'était sans doute parmi tous les gaullistes, peut-être avec Michel Debré, mais un de ceux qui étaient les plus attachés au Parlement. Parce qu'ils avaient beaucoup servi le Parlement sous la 4e République, et bien que gaulliste et connaissant dans la philosophie politique du général de Gaulle la place que celui-ci accordait au président de la République dans les institutions, ils sont, Chaban en particulier, donc très attachés au Palais Bourbon. Et quand Chaban est candidat à la présidence de l'Assemblée en 1958, c'est contre la volonté du général de Gaulle. Alors ça peut paraître curieux, mais le général de Gaulle avait proposé et avait soutenu la candidature de Paul Reynaud. Paul Reynaud, figure de la Troisième République, important président du Conseil, celui qui avait appelé le général de Gaulle à son gouvernement en juin 1940, dans la crise. Et il y avait une espèce de respect, de reconnaissance du général de Gaulle envers Paul Reynaud, et c'est la raison pour laquelle Paul Reynaud était soutenu par de Gaulle. Mais c'était sans compter les très forts soutiens que Chaban bénéficiait, dont bénéficiait Chaban à l'Assemblée nationale, et il est élu haut la main contre Paul Reynaud, donc à la présidence. Et il devient alors, selon son expression, le chef d'un grand orchestre, pas toujours symphonique. Ça, il suffit d'avoir vu un petit peu en vrai ou à la télévision l'Assemblée nationale pour savoir qu'effectivement la symphonie n'est pas toujours là. Et il ajoute un orchestre symphonique qui tantôt s'emballe, tantôt s'endort sur sa partition, et dont il incombe au président de ramener le tempo et de retrouver le registre. Voilà. Et ça, c'est un peu tout Chaban, hein, parce qu'effectivement, il se voit bien dans cette nouvelle fonction, dans une position d'arbitre, dans une position de quelqu'un qui n'est pas un politique, mais qui doit effectivement faire preuve à la fois de fermeté, mais aussi être capable d'avoir un gant de velours pour pouvoir être l'arbitre des débats et se faire respecter. Donc c'est sa volonté et ça a été sa pratique pendant toutes ses fonctions de président, les 3 fois où il a exercé cela. Au début à partir de 1958 et jusqu'en 1962, ce n'était pas très facile parce qu'on avait de nouvelles institutions, c'était la 5e République qui débutait. Il fallait mettre en application cette présidence alors qu'on savait que le général de Gaulle justement tenait à la primauté présidentielle dans les institutions, à la mécanique institutionnelle, et surtout, très vite, les gaullistes, le parti gaulliste, l'UNR, qui était majoritaire, avait gagné les élections de 1958, s'est divisé sur la question algérienne. Le général de Gaulle ayant, vous le savez, beaucoup évolué, il avait été rappelé par des Français qui pensaient qu'il allait maintenir l'Algérie française. À partir de 1959, il annonce le droit pour l'Algérie à l'autodétermination, et progressivement, on passe vers l'indépendance. Et ça, une partie des gaullistes ne l'ont pas accepté et se sont progressivement détachés. Et Jacques Chaban-Delmas a dû là faire preuve de toute son habileté pour essayer évidemment de réduire les départs, hein, et de garder un groupe le plus solide à l'Assemblée. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'à l'occasion d'un congrès à Bordeaux, d'un congrès du parti à Bordeaux, il est l'auteur, il théorise ce que l'on appelle de nos jours le domaine réservé. Et c'était assez habile de sa part, hein, ce qu'à l'époque on appelait le secteur présidentiel, mais qui est devenu le domaine réservé, c'est-à-dire pour convaincre les gaullistes et au-delà qu'en fait il fallait suivre la politique du général de Gaulle, il a fait comprendre qu'il y avait quelques domaines dans lesquels le chef de l'État était le seul finalement véritable décideur, la politique étrangère, la défense, les questions d'outre-mer et l'Algérie, qui était française, enfin qui faisait partie du département, mais sur cette question-là. Donc c'est lui qui théorise ce domaine réservé.
Ensuite, eh bien, Jacques Chaban-Delmas, passionné par le Parlement, mais aussi très proche du général de Gaulle, qu'il voyait beaucoup, à la fois parce que leur relation était ancienne et parce qu'il était quand même un des hauts personnages de l'État, s'est vu confier des missions d'ambassadeur parlementaire, en quelque sorte, hein, où il pouvait porter auprès de dirigeants étrangers la parole du général de Gaulle ou écouter et transmettre des messages du général de Gaulle. Alors, il a ainsi rencontré Nikita Khrouchtchev, donc, qui était le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, à Moscou d'abord, et ensuite il l'a reçu à Bordeaux. Quelques-uns parmi vous, peut-être, se souviennent de la visite de Nikita Khrouchtchev à Bordeaux en 1960, qui va visiter la Benoge, le quartier de la Benoge qui venait de naître et qui était considéré comme extrêmement moderne. Moi, je me souviens, à titre personnel, j'avais 5 ans, d'une petite voiture qu'on m'avait offerte, parce que c'était la voiture, je crois, que Khrouchtchev avait eue en France. Donc, ça m'a marqué. À 5 ans, je savais que Khrouchtchev était venu en France. Donc, avec Khrouchtchev, là, c'est à la mairie de Bordeaux, hein, dans les salons de la mairie de Bordeaux. Mais c'est vrai aussi la même année, enfin un petit peu plus tard, l'année suivante, avec le président américain John Fitzgerald Kennedy, qui avait été élu donc en novembre 1960. Et là, Kennedy reçoit Jacques Chaban-Delmas à la Maison-Blanche, où est prise cette photographie. Dans ses fonctions de président de l'Assemblée, Jacques Chaban-Delmas cherche aussi à essayer de réfléchir et de regrouper autour de lui à des grandes questions, justement, de perspective sur l'avenir du pays, sur la société française. Et c'est ainsi qu'à partir de 1962, il réunit régulièrement, à l'hôtel de l'Assé, qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale à côté du Palais Bourbon, il réunit des personnalités très diverses, mais importantes. Et ces rencontres régulières sont restées dans l'histoire sous le nom de Atelier de l'Assé. Il y avait là des personnes que Jacques Chaban-Delmas avait connues dans la Résistance, et il faut savoir que la Résistance a été tout au long de sa vie pour lui un lien, quelque chose qui l'a beaucoup servi et auquel il a gardé une fidélité absolument remarquable. Il y avait là par exemple François Bloch-Lenné, qui était le directeur de la Caisse dépôt et consignation. Il y avait là Paul Delouvrier, qui avait été directeur général en Algérie, donc des hauts fonctionnaires. Il y avait un syndicaliste chrétien du nom de Jacques Delors, qui était expert au commissariat général au plan. Il y avait le sociologue Michel Crozier. Il y avait un spécialiste des questions agricoles comme Michel de Bâtisse. Il y avait le fondateur de la sécurité sociale, Pierre Larocque, etc., etc. Donc vous voyez du beau monde, si j'ose dire, des personnalités qui étaient dans leur domaine, hein, des personnes très compétentes et qui ont ainsi cogité pendant ces années 60. Tout cela a beaucoup servi à Chaban. Alors évidemment, Chaban transmettait des réflexions au Premier ministre Georges Pompidou et au Président de la République, mais elles ont été, ces réflexions, surtout à la base de sa politique quand il est devenu Premier ministre. Plus tard, donc, Jacques Chaban-Delmas retrouve l'Assemblée nationale et le perchoir en 1978. Là, on fait un petit bond dans le temps, nous reviendrons un peu en arrière, évidemment, tout à l'heure, pour parler de Matignon. Mais en 1978, il y a quand même le souvenir de ce qui s'était passé en 1974, sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire la défaite à l'élection présidentielle. Et quand Jacques Chaban-Delmas désire retrouver le perchoir en 1978, il a le soutien de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, mais il se présente contre celui qui a le soutien de Jacques Chirac, qui est le président du RPR, à savoir Edgar Faure. C'est Edgar Faure, donc personnalité politique importante de la 4e République, ancien président du Conseil, ancien ministre du général de Gaulle, qui a le soutien de Jacques Chirac. Mais, là encore, le réseau, les amitiés, l'image que Chaban avait lui permet d'être élu facilement à la tête donc, de l'Assemblée, qu'il retrouve donc pour la seconde fois. Et Jacques Chirac a reconnu plus tard que, une fois encore,
Marie-France Garot et Pierre Juillet, qui avaient déjà beaucoup œuvré contre la candidature de Chaban en 1974, et qui étaient encore dans l'entourage de Jacques Chirac en 1978, avant qu'il ne les chasse avec perte et fracas en 1979. Jacques Chirac a reconnu, je cite, parce que la formule c'est du Chirac tout pur jus, c'était une connerie, une agression stupide de ma part, voilà, hein, d'avoir soutenu Edgar Faure contre Jacques Chaban-Delmas. Une troisième fois, en 1986, cette fois sous Jacques Chirac, sous François Mitterrand, président, Chaban se représente. Cette fois, il est élu avec le soutien de Jacques Chirac, qui, il est vrai, devient Premier ministre lors de cette première cohabitation, Premier ministre donc de François Mitterrand. Il essaie de conserver le perchoir en 1988, puisqu'après sa réélection à la présidentielle en 1988, François Mitterrand dissout l'Assemblée. Et l'Assemblée qui est élue ne donne pas la majorité au Parti socialiste, qui doit s'appuyer sur une partie des centristes. Et c'est Michel Rocard qui devient Premier ministre. Et justement, tenant compte de ce rapport de force, Chaban se dit, mais je suis l'homme de la situation. C'est-à-dire, j'ai des amitiés à droite, j'ai des amitiés à gauche, je peux donc... Bon, il n'a pas été élu, et c'est Laurent Fabius, hein, assez logiquement quand même, qui représentait le parti le plus puissant au Palais Bourbon, qui devient en perchoir. Donc, en 1988, Chaban quitte le perchoir définitivement. Son dernier discours, son dernier grand discours à l'Assemblée, il le prononce le 12 novembre 1996, lors d'une cérémonie très émouvante, où le président de l'Assemblée, Philippe Séguin, lui rend un hommage très chaleureux, et où il est proclamé à l'unanimité des parlementaires président d'honneur de l'Assemblée nationale. Un seul homme avait auparavant reçu ce titre de président d'honneur, c'était Édouard Herriot. Donc on retrouve, vous voyez, ces deux figures parlementaires quand même majeures de l'histoire de France. Et en 2000, c'est le président de l'Assemblée, le socialiste Raymond Forny, qui prononce l'éloge funèbre de Jacques Chaban-Delmas, dans lequel il exalte, je cite, le message laissé par Jacques Chaban-Delmas, fait de loyauté et de fidélité, de conviction et d'esprit de compromis, de modernité et de générosité. Et il ajoute que Jacques Chaban-Delmas a sans doute été, avec Édouard Herriot, notre plus grand président. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, non seulement on appose des plaques en hommage à Jacques Chaban-Delmas, mais surtout on baptise l'immeuble qu'il avait fait construire et que vous pouvez voir toujours donc, derrière le Palais Bourbon, qui s'appelle Immeuble Jacques Chaban-Delmas, donc baptisé ainsi en 2001, enfin même pas un an, après la mort de Chaban. Ce parcours, de par sa longévité, de par la réussite en tant que président de Jacques Chaban-Delmas, est vraiment la première pierre qui, au-delà de ce que je vous ai rappelé rapidement comme autre titre au service de la France, fait de lui un homme d'État. Mais évidemment, homme d'État, il l'est aussi quand il a été Premier ministre entre 1969 et 1972, c'est-à-dire en fait pendant un peu plus de 3 ans. Il est nommé très vite après l'élection de Georges Pompidou, qu'il avait soutenu à l'élection présidentielle après la démission du général de Gaulle. Pourquoi Chaban est-il choisi par Georges Pompidou? Les deux hommes se connaissaient depuis fort longtemps, mais ils n'appartenaient pas, comme l'a écrit Chaban par la suite dans ses mémoires, à la même branche de l'arbre généalogique. Chaban était un gaulliste de la résistance, et toute sa vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été très lié, très fidèle à cet esprit de la résistance. Georges Pompidou était un gaulliste depuis 1945, quand il avait été appelé, ou 1944, quand il avait été appelé au cabinet du général de Gaulle.
Et pour Georges Pompidou, nouveau président de la République, nommer Chaban à Matignon, c'est évidemment nommer un gaulliste incontestable de la résistance, ce qu'il n'était pas lui. Par ailleurs, il savait surtout la très longue expérience de Jacques Chaban-Delmas, très longue expérience du Parlement, donc c'est très utile pour un Premier ministre de bien connaître le Parlement, et une expérience qui était, tant à Bordeaux qu'au niveau national, marquée par un esprit d'ouverture. Or, Georges Pompidou a élargi sa majorité. Il y a une partie des centristes qui, en 1969, ont rallié Georges Pompidou, Jacques Duhamel, René Pleven, etc., sont à l'époque, ont soutenu Pompidou et sont rentrés dans le gouvernement. Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, j'ai oublié de vous montrer, en tenue d'apparat, le président de l'Assemblée nationale. Quand il devient Premier ministre, il construit et il présente dans son discours d'investiture ce qu'il appelle la nouvelle société, son projet de nouvelle société. Alors, il est nommé en juin, le discours est présenté le 16 septembre 1969, c'est-à-dire 3 mois après, pratiquement. C'est un projet qui a été mûri, qu'il a voulu, justement, comme étant quelque chose de fort et pas seulement un simple discours d'investiture devant l'Assemblée. Ce projet de nouvelle société, c'est une affiche d'ailleurs ici à Bordeaux et qui a été réutilisée pendant la campagne municipale de 1971, qui a été réutilisée en 1974. Ce projet, il est le fruit de l'expérience bordelaise de Jacques Chaban-Delmas depuis plus de 20 ans. Il est aussi inspiré par les programmes des présidents démocrates américains. Je vous ai montré tout à l'heure le tête-à-tête avec John Kennedy. Ils étaient de la même génération, ils avaient eu une sorte de flash réciproque, en tout cas Chaban envers Kennedy. On sait moins Kennedy envers Chaban, mais en tout cas, dans ce sens-là, ça avait fonctionné. Et il est inspiré donc par ces programmes. Le programme de John Kennedy, c'était la nouvelle frontière. Avant, avec Roosevelt, dans les années 30, il y avait eu le New Deal. Avec Johnson, il y avait eu la grande société. Donc ce programme, ce mot, cette formule, la nouvelle société, est calqué un petit peu sur ce modèle. Ce programme reprend aussi le fruit des réflexions des ateliers de l'AC dans les années 60. Et il est enfin une réponse à mai 68, qui est encore présent dans les esprits. Et la France vient juste de sortir de mai 1968. Alors, ce discours de la nouvelle société, ce texte majeur, il a été élaboré par une équipe extrêmement brillante, que Chaban a réunie autour de lui, que l'on a qualifié d'ailleurs de Brain Trust, comme on l'avait dit de l'équipe autour de Roosevelt ou autour de Kennedy, c'est-à-dire des cerveaux, une équipe de cerveaux, dans laquelle, on voit peut-être pas très très bien sur la photographie, mais malgré tout, vous voyez à la droite de Jacques Chaban-Delmas, Simon Nora, et à la gauche de Jacques Chaban-Delmas, Jacques Delors, qui ont été parmi les principaux rédacteurs, les principaux conseillers. Nora sur les questions économiques, Delors sur les questions de société, mais ils ne sont pas les seuls. Il faut rappeler que dans cette équipe, dans cette grande équipe, il y avait aussi Ernest-Antoine Seillière, il y avait Yves Canac, il y avait d'autres têtes importantes. Il ne faudrait pas... Yves Canac ayant joué un rôle très important, parce que le texte a mis beaucoup de temps à être préparé, malgré le délai de l'été 1969, et quand il est présenté quelques jours avant à Jacques Chaban-Delmas, un des membres de l'équipe, Ernest-Antoine Seillière, déclare le 14 septembre « Écoutez, ce discours, c'est de la merde. » Sur le fond, beaucoup d'idées, mais en des termes beaucoup trop technocratiques, aucun souffle, c'est un programme trop abstrait. Sous-entendu, refaites la copie. Et c'est Yves Canac, et c'est pour ça que j'insiste, Yves Canac, qui a réécrit dans une nuit, comme il a dit, ça a été la nuit la plus longue de ma vie, en une nuit, l'ensemble du texte que Chaban a lu
devant les députés le 16 septembre 1969. Après l'avoir présenté au président Pompidou le matin même, ce qui était une erreur quand même, qui manquait un peu de respect envers le chef de l'État et surtout qui montrait que Chaban était encore un peu trop imprégné d'un régime parlementaire et qu'en réalité, sous la Ve République, c'est le président qui est la clé de voûte. Et M. Ledoux rappelait la formule que j'avais utilisée, c'est un discours trop présidentiel. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, d'un début de discorde entre Georges Pompidou, président, et Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, car Pompidou a été un peu froissé finalement, et froissé aussi par l'accueil extraordinaire qui a été réservé à ce discours. Alors dans ce discours, il définit la nouvelle société. Je cite, « Je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée. » Fin de citation. Et il en présente les orientations fondamentales, une meilleure formation et une meilleure information du citoyen, une redéfinition du rôle de l'État, le développement de notre compétitivité, un rajeunissement des structures sociales. Un projet incontestablement ambitieux dans une France qui est en plein développement économique, en pleine croissance économique, mais dont la crise de mai 68 avait montré qu'il y avait des blocages, qu'il y avait des insatisfactions et qu'il fallait sans doute y répondre de manière énergique. Alors, pour mettre en place cette politique de la nouvelle société, Jacques Chaban-Delmas dispose d'un certain nombre d'atouts. Il a une majorité très forte à l'Assemblée. C'est celle qui a été élue en juin 1968. Vous vous rappelez qu'en mai, la France est en plein bouillonnement, ça craque de partout. En juin, raz-de-marée gaulliste aux élections. On a pu dire c'est les élections de la peur, la chambre improbable, etc. Mais il y a eu donc un décalage complet entre mai et juin. Donc il y a cette majorité qui est composée essentiellement des partis gaullistes, l'UDR, Union de défense de la République, parti majoritaire à lui seul, mais qui est allié aux républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing et qui s'est élargi aux centristes, à une partie des centristes. Donc, fort de cette majorité, fort de son équipe brillante autour de lui, fort d'une image favorable dans l'opinion, fort aussi d'une situation économique favorable. La France vit alors ce que l'on appelle, vous connaissez l'expression, les 30 glorieuses, mais ce qu'un jeune historien a appelé récemment, pour mieux peut-être délimiter ce qui finalement a été la grande période à l'intérieur des 30 années fastes de l'après-guerre, ce que ce jeune historien a appelé les 13 heureuses, à partir de 1962, de 1962 à 1975. Croissance, ça fait rêver aujourd'hui, 5 à 6% par an. Donc, a priori, beaucoup d'atouts entre les mains du Premier ministre, beaucoup d'atouts pour réussir. Pourtant, il s'est heurté à un certain nombre d'obstacles. Et il y a des ombres et des obstacles donc, dans cette période matinale. D'abord, certains obstacles viennent de l'intérieur. Un petit peu du président de la République, froissé donc par la pratique, plus que par le fond du discours d'abord, mais déjà par la manière dont les choses se sont présentées. Et froissé surtout par une des mesures qui tenait à cœur à Jacques Chaban-Delmas et qu'il a mise en application, c'est la libéralisation de l'information. La libéralisation de ce qui était à l'époque l'ORTF, l'Office de radio-télévision française. Donc Georges Pompidou dit à ce moment-là que c'est la voix de la France. Et là, il y a un désaccord profond entre lui et Jacques Chaban-Delmas, qui au contraire veut ouvrir les radios et les télévisions. Attention, il y avait 2 chaînes. On ne peut pas ouvrir cette information pour qu'elle ne soit pas seulement la voix du pouvoir. Et Jacques Chaban-Delmas aurait aussi voulu élargir la majorité au-delà de ce que voulait Georges Pompidou, puisqu'il avait envisagé de l'ouvrir à des hommes comme Félix Gaillard, le radical dont il avait été
membre du gouvernement, et même jusqu'à Gaston Defferre, avec lequel il avait été ministre aussi sous la 4e République, qui était un socialiste, mais qui, en 1969, n'était pas encore engagé du côté du programme commun, et dont il savait bien que Defferre n'était pas un fanatique du rapprochement des socialistes avec les communistes. Donc il se disait, il y a une carte à jouer, il y a une ouverture à jouer, peut-être justement pour éviter le programme commun. Donc, des obstacles intérieurs, et le rapport avec Pompidou, c'est quand même sans doute assez vite dégradé. Vous avez peut-être lu ou entendu en 2012 parler du texte que Alain Pompidou, le fils de Georges Pompidou, a publié dans un ouvrage de son père, Lettres, carnets, etc. de son père, où Georges Pompidou, et ça a surpris même la famille Chaban-Delmas, mais ça a surpris les historiens aussi, tant il y a une violence de ce que dit, de ce qu'écrit Georges Pompidou sur Jacques Chaban-Delmas. Je cite quelques extraits. Aucune intimité entre nous. Il travaille peu. Politiquement, il meurt de peur d'être classé à droite. Beaucoup de légèreté. Un homme qui n'attache pas d'importance aux problèmes eux-mêmes. Comme Premier ministre, il me laissait pratiquement le soin de tout décider, plus que je ne l'aurais voulu. Ce ne sont que des extraits. Mais vous voyez quand même que ça traduit, même si vraisemblablement ils ont été écrits par Georges Pompidou tardivement, vers la fin de sa vie, ça traduit quand même une relation très dégradée entre les deux hommes dans la hiérarchie du pouvoir. Mais finalement, ce n'est pas Georges Pompidou qui s'est véritablement opposé et qui a le plus gêné Jacques Chaban-Delmas. C'est, entre autres, une partie de sa majorité, l'aile la plus conservatrice de la majorité. Car parmi les députés élus en 1968, certains étaient vraiment, vous évoquiez tout à l'heure, parliez du nom de Godillot, certains étaient vraiment des hommes d'ordre et partisans d'un gaullisme d'ordre le plus intransigeant. Ils n'avaient donc aucun état d'esprit qui pouvait favoriser une quelconque ouverture. Et certains amis anciens de Jacques Chaban-Delmas l'avaient compris très tôt, qu'il n'aurait pas la majorité pour faire cette politique qu'il voulait. C'est le cas de François Mitterrand. Vous savez que les deux hommes se connaissaient depuis la guerre, qu'ils se respectaient depuis la guerre, qu'ils avaient été membres du gouvernement ensemble, notamment sous Mendès France, dans les années 50. Et François Mitterrand, en répondant en tant que député de la Nièvre à Jacques Chaban-Delmas le 16 septembre 1969, lui dit cette phrase qui est restée: « Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas de votre sincérité, mais en regardant votre majorité, je doute de votre réussite. » Je crois que c'est assez explicite. Et si Georges Pompidou lui-même n'a pas véritablement mis des bâtons dans les roues, pour parler un peu vulgairement, à son Premier ministre, à l'Élysée en revanche, dans son entourage, il y avait deux personnes au cabinet noir, Pierre Juillet et Marie-France Garot, qui, eux, détestaient littéralement Jacques Chaban-Delmas et qui voulaient absolument tout faire pour l'empêcher, si vous voulez, de poursuivre, car ils le voyaient comme une espèce de danger qui allait porter la gauche au pouvoir, qui ne saurait pas garder la droite au pouvoir. Et ça, évidemment, ils ont mené, comme l'a écrit Jacques Chaban-Delmas, un travail de sape pendant les années 1969 et 1972. D'ailleurs, Marie-France Garot, qui avait participé il y a quelques années à un colloque que nous avions organisé sur la nouvelle société, n'a pas changé d'avis. Elle est fidèle à ses idées et elle est courageuse parce que devant une salle qui était acquise largement à Chaban, elle a rappelé que pour elle c'était une catastrophe, etc., etc., etc. Donc elle a parfaitement, je veux dire, c'est pas de la médisance de la part des historiens que d'écrire cela, c'est une réalité qu'elle a revendiquée. Mais il n'y a pas que des obstacles extérieurs qui ont nui au gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. Intérieur, je veux dire. Il y a aussi des obstacles extérieurs. Il faut penser que mai 68 ne s'est pas complètement arrêté le 30 mai et après les élections de juin. Les années 1969-72 sont des années d'agitation dans les universités, dans les lycées,
d'une vague d'extrême gauche, hein, avec des courants maoïstes, lutte ouvrière qui naît, la LCR, etc., Ligue communiste révolutionnaire. Donc il y a une ambiance qui n'est pas favorable au gouvernement, c'est évident, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a la multiplication d'un certain nombre d'affaires. Et là, les affaires, eh bien, elles sont autour, ou assez près de Jacques Chaban-Delmas. Il y a notamment, hein, les plus importantes, c'est l'affaire de la garantie foncière, dans laquelle le député gaulliste André Rive-Henry, qui était un proche du Premier ministre, a été compromis et inculpé. Inculpé, on ne disait pas mis en examen hein, à l'époque, donc inculpé. Et puis, il y a l'affaire Degas, et puis il y a l'affaire de la feuille d'impôt du Premier ministre, révélée par le Canard enchaîné en novembre 1971. Et là aussi, Jacques Chaban-Delmas n'était pas, en réalité, hors la loi, hein, de par cette histoire d'impôt qu'il n'avait pas payé, mais comme l'écrit à l'époque l'Humanité, je cite, « Légalement, il n'a rien à se reprocher, mais quel symbole, le chef du gouvernement exonéré d'impôts lorsque des millions de travailleurs doivent céder au fisc environ un mois de salaire. » Toute ressemblance avec est absolument fortuite. Donc, beaucoup se sont interrogés à ce moment-là, mais les critiques ont quand même été très très vives, hein, et certains ont exploité. Alors il y a sans doute quelques gaullistes hein, qui ont un peu savonné la planche, si vous me permettez l'expression. Peut-être que quelques giscardiens n'étaient pas non plus tout à fait hostiles, n'étaient pas tout à fait innocents par rapport à cela. On sait par exemple que Michel Poniatowski, qui était un des amis proches de Valéry Giscard d'Estaing, a à ce moment-là appelé à purger certaines allées politiques de ce qu'il appelait les copains et les coquins. Bon. Évidemment, il y avait une solution à ses yeux, c'était Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre de l'économie et des finances, hein, quand même, je me rappelle. Alors, quand on fait le bilan hein, de ce passage de Jacques Chaban-Delmas à Matignon, que peut-on dire? On peut dire qu'il a été réformateur, mais qu'il aurait voulu aller plus loin. Il a été réformateur et il a été perçu par les Français, malgré la feuille d'impôt, malgré ces scandales qui ont quand même éclaboussé la famille gaulliste à l'époque. Il a été un Premier ministre exceptionnellement populaire, à faire pâlir d'envie les premiers ministres et présidents de la République de ces 10 dernières années. Je cite, hein, en juin 1969, quand il est nommé à Matignon, 57% d'opinion favorable. En décembre 1970, 63%, et en décembre 1971, c'est-à-dire quelques mois avant de quitter Matignon, 60%. Donc il a toujours eu une cote au-dessus des 50% et largement au-dessus des 50%. Et il a mené, effectivement, il a à son bilan une action libérale en politique, ce qu'il était profondément. Sa pratique politique est plus parlementaire que ne l'avaient été les précédents. Il utilise son image d'homme relativement jeune. Hein, il est né en 1915, donc vous voyez qu'en 1969-72, il est encore relativement jeune, et sportif. Toute occasion de montrer qu'il savait courir, montrer les marches 4x4, etc., était bonne. Vous le voyez ici, place Péberlan, je crois, parce qu'il me semble que c'est la cathédrale à gauche, en train de faire courir la presse, hein, qui essaie de le suivre. Derrière, vous apercevez d'ailleurs hein, son fils sur la gauche, qui a une ressemblance et une voix en particulier qui est très proche, Jean-Jacques Chaban-Delmas, très proche de celle de son père. Alors, oui, réformateur, libéral, il aurait voulu aller plus loin. Il n'a pas réussi hein, à aller aussi loin qu'il aurait voulu, notamment dans l'ouverture politique, parce que ça dépendait quand même du président de la République, et il ne l'était pas. Et s'il voulait cette ouverture, et s'il n'y a pas complètement réussi, c'est parce qu'il était très attaché à ce qu'il avait vécu au Parlement, à son expérience de député, à son expérience donc de président de l'Assemblée nationale.
mais aussi parce qu'il n'oubliait jamais cette phrase du général de Gaulle, et qui est une idée majeure du général de Gaulle, phrase qu'il avait prononcée dans la campagne pour l'élection présidentielle de 1965, en disant « La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. Ce n'est pas la gauche, la France. Ce n'est pas la droite, la France. Prétendre faire la France au nom d'une fraction, cela est une erreur nationale impardonnable. » Et ça, c'était, si vous voulez, un point d'harmonie absolument totale entre Jacques Chaban-Delmas et le général de Gaulle. Et quand on reprochait à Chaban d'avoir justement parfois un peu louvoyé du parti radical vers le parti gaulliste, de s'être entendu avec des socialistes conjoncturellement à Bordeaux, au niveau national, etc., il se retranchait derrière cette conception du général de Gaulle, c'est-à-dire le gaullisme, la France, mais le gaullisme non plus, ce n'est pas la France, la droite, pardon. À l'époque, jamais le général de Gaulle ou jamais un gaulliste n'aurait dit « je suis de droite » ou « la droite va gagner », etc. Jamais. C'est absolument impensable à l'époque. Alors, il n'a pas réussi, et du coup, ce qu'il aurait peut-être fait s'il avait réussi à rallier des hommes comme Gaillard, comme Max Lejeune, comme Gaston Defferre, etc., ça n'a pas marché. Résultat, en juin 1972, le programme commun de la gauche est signé entre le Parti communiste, le nouveau Parti socialiste de 1971, fondé par Épinay, donc, et qui porte à sa tête François Mitterrand, et les radicaux de gauche. Et à partir de là, la gauche chale en poupe. 1973, 74, 77 au municipal, 78, jusqu'à l'élection de François Mitterrand. Donc là, il y a une part d'échec et une difficulté. Alors, les historiens en général préfèrent parler du passé que du futur, mais un grand historien français que vous connaissez de renom, parce qu'il a été en tout cas notre maître à tous en histoire politique, c'est René Raymond. Et René Raymond, qui pourtant était un homme prudent, il ne se risquait pas s'est posé la question en se disant, mais dans le fond, si Chaban était resté à Matignon, s'il avait réussi, qu'est-ce que ça aurait pu changer? Et je vous cite ce qu'a écrit à ce sujet René Raymond. Aurait-il réussi? Nul en tout cas n'était plus capable de réussir l'opération. Toute l'histoire ultérieure en eût été profondément modifiée. François Mitterrand, privé d'une partie des socialistes, aurait perdu son pari de refaire un grand parti et de conduire la gauche à la victoire à l'occasion d'une élection présidentielle. Le gaullisme, au lieu de se rétracter sur sa droite, serait de rester un rassemblement. Fin de propos de René Raymond. Alors, on peut ne pas partager, parce que d'une certaine manière, c'est réécrire l'histoire. C'est la fin de La La Land. On recommence. Bon. Mais c'est certainement à méditer, car il y a sans doute eu là un moment à jouer où Chaban n'a pas réussi. Alors, son échec tient, je vous l'ai dit, à une part à la nature du parti gaulliste, l'UDR, à l'opposition du cabinet noir de l'Élysée, et peut-être au refus de Pompidou d'aller plus loin. Pompidou était incontestablement plus conservateur que Chaban dans sa manière de voir l'évolution. Qu'a-t-il fait? Que reste-t-il quand même? Un point mérite d'être mis en avant, c'est la politique de libéralisation de l'information. Il écrit à ce moment-là, il fallait mettre fin à l'asservissement de l'ORTF vis-à-vis du pouvoir en place. Et donc il réforme, il accède à des postes de responsabilité dans les médias des hommes qui n'étaient pas réputés, des femmes qui n'étaient pas réputées comme étant des proches du pouvoir. C'est le cas en particulier de Pierre Desgroppes. Et Pierre Desgroppes, ça a été celui qui a mis le feu aux poudres. Alors là, les gaullistes les plus étroits ont hurlé en quelque sorte, et le président Pompidou lui-même a beaucoup désapprouvé cet homme qui avait contesté en 1968 et qui était considéré comme beaucoup trop ouvert. Donc, malgré cela, il y a eu cette politique de libéralisation, et elle est restée, et poursuivie ensuite par Giscard d'Estaing, qui a encore réformé, puis par François Mitterrand, dans les années 1980. Politique de libéralisation, ce qui ne veut pas dire que face aux troubles que j'évoquais, c'est-à-dire face à cette agitation fréquente encore dans les lycées, les universités, dans la rue, etc., de l'époque
72, ces années post-68ardes, Chaban n'est pas mené quand même une politique d'ordre. Hein. Il ne faut pas l'imaginer en même temps comme quelqu'un qui était un naïf et qui ne savait pas utiliser l'autorité, ou qui ne faisait pas preuve d'autorité. Rappelez-vous que c'est Raymond Marcellin qui est ministre de l'Intérieur. Et Raymond Marcellin, qui avait été formé à l'école de Jules Mock en 1947-48, n'était pas un tendre. Et donc, ils ont mené fermement la répression et le maintien, ils ont veillé au maintien de l'ordre, au point, par exemple, de faire voter le 4 juin 1970 cette loi qui restait comme la loi anti-casseurs. Et la phrase de Chaban, il est nécessaire que les casseurs soient les payeurs. Bon, c'est pas du libéralisme pur jus. On est bien d'accord. L'autre volet de l'œuvre de Jacques Chaban-Delmas, qui est réussi incontestablement, c'est la politique sociale. Politique sociale de grande ampleur, qui était un des axes majeurs du programme de la nouvelle société. Raymond, là encore, en dresse un bilan très élogieux. Je cite: « Les années 1969-1972 constituent un chapitre capital de l'histoire sociale. L'ensemble des mesures arrêtées sous le gouvernement Chaban-Delmas soutient la comparaison avec les phases de réforme les plus actives et les plus fameuses en ce domaine, le gouvernement du Front populaire, 1936, le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, donc 1944-46, ou le gouvernement socialiste de 1981. » Vous voyez donc qu'aux yeux de ce grand historien, il y a là un moment social aussi fort que l'avait été 1936, 1944 ou plus tard 1981. Et parmi les marques de cette politique sociale réussie, il y a la politique contractuelle qui était au cœur du chabanisme, je dirais déjà local, à Bordeaux et dans la Cube, cette concertation entre l'État et les partenaires sociaux. C'est aussi la création du SMIC, qui remplace le SMIG, le 10 décembre 1969. C'est aussi le vote d'une loi importante pour les couples, pour les familles et les femmes, en 1970, quand est votée la loi sur l'autorité parentale. Jusque-là, seuls les hommes avaient l'autorité sur les enfants. Ce n'est qu'à partir de 1970 et de cette loi que les choses changent. Loi également de 1971 sur les conventions collectives. Et enfin, loi toujours de 1971 sur la formation professionnelle continue, qui institue notamment le congé formation. Ça date du gouvernement Chaban. Et pourtant, Jacques Chaban-Delmas est remercié en quelque sorte. Il présente sa démission à Georges Pompidou, mais parce qu'il sait que voilà, il n'a plus la confiance du chef de l'État. Il s'était quand même fait voter, ce qui était un peu maladroit, la confiance de l'Assemblée, sous-entendu, vous ne voulez plus, mais les députés gardent leur confiance. Mais il est remplacé au début du mois de juillet 1972 par Pierre Messmer, donc ancien ministre des armées du général de Gaulle, et qui devient donc Premier ministre jusqu'en 1974, le deuxième Premier ministre donc de Georges Pompidou. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Jacques Chaban-Delmas restera effectivement dans l'histoire de la Ve République comme un des premiers ministres les plus populaires, un de ceux dont le bilan en matière de réforme est sans doute un des plus positifs, et dont le texte, La Nouvelle Société, du 16 septembre 1969, reste dans les grands discours parlementaires. 2 ans plus tard, la mort prématurée, brutale, même si elle était redoutée et un peu prévisible, étant donné la dégradation de l'état de santé du président. La mort du président Pompidou, le 2 avril 1974, provoque une élection présidentielle anticipée, à laquelle Jacques Chaban-Delmas se déclare candidat très vite, trop vite. Il y a eu sans doute une maladresse de sa part, qui lui a été beaucoup reprochée. Et comme vous le savez, il se heurte à une deuxième candidature issue de la majorité, celle de Valéry Giscard d'Estaing. Et à l'issue du premier tour, il est largement devancé par Valéry Giscard d'Estaing. C'est un véritable échec, 15%,
très loin derrière Valéry Giscard d'Estaing. Il se retire donc, et c'est l'échec à la présidentielle. C'est l'échec qui le prive d'un, sans doute de ce qui aurait été le couronnement de son parcours politique, puisque finalement, de toutes les fonctions importantes, la seule qu'il n'ait pas exercée, c'est celle de président de la République, d'où le dessin d'Ituria que vous voyez là. Alors, les causes de l'échec de Jacques Chaban-Delmas à la présidence de la République sont multiples. Il ne faut pas se limiter à l'idée de trahison d'une partie de son camp, d'une partie de la famille gaulliste et une partie de la majorité, conduit par Jacques Chirac, qui ont pris position dans ce qu'on a appelé l'appel des 43, qui ont pris position avant le premier tour, appelant à voter pour Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'est sûr que ça a été perçu par Chaban et par les gaullistes historiques, pour la plupart, comme une trahison, de la part de quelqu'un qui appartenait à une nouvelle génération des gaullistes, et ça a été un coup dur à l'intérieur de la majorité, et une des raisons de l'échec de Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas a aussi subi les attaques personnelles extrêmement vives pendant cette campagne. Il a été le candidat, plus encore que François Mitterrand, qui d'ailleurs a pris sa défense, candidat très très violemment attaqué, en particulier sur un point de sa vie. On a ressorti les affaires des impôts, etc., de la feuille d'impôt, mais très violemment attaqué sur la mort de sa seconde épouse dans un accident de voiture au Pays Basque, quelques années plus tôt, et où on l'avait accusé, et des tracts ont été diffusés pendant la campagne électorale, d'avoir tué sa femme pour pouvoir se remarier avec Micheline Chaban-Delmas, celle qui allait devenir Micheline Chaban-Delmas. Donc ça, c'était quand même d'un niveau évidemment dur et assez désolant. Mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres raisons qui expliquent l'échec. Chaban n'a pas suffisamment préparé sa candidature. Peut-être parce qu'il pensait que Georges Pompidou vivrait plus longtemps et qu'il aurait, jusqu'en 1976, qui aurait dû être l'année de l'élection, le temps de se préparer davantage. Mais c'est un peu lié au tempérament du personnage, qui était un homme qui allait vite, qui avait un petit côté dilettante, qui faisait beaucoup de tennis, de golf, etc., et qui n'aimait pas trop travailler les dossiers. Ce qui n'excluait pas qu'il les digérait extrêmement vite, qu'il voyait les choses très très vite, mais qui n'était pas un tâcheron, incontestablement, et qui ne voulait pas faire, disons, un travail trop soutenu. En plus, il fait une mauvaise campagne. Mauvaise campagne dans laquelle la télévision joue un rôle, comme elle l'avait fait en 1965, déjà, où elle avait révélé les dents blanches de Jean Le Canuet. Et oui, et la jeunesse de Jean Le Canuet par rapport à un vieux général de Gaulle. Et en 1974, c'est Chaban qui a longtemps joué sur son image de jeune, mais qui apparaît vieux, entre guillemets, par rapport à Valéry Giscard d'Estaing. Ils n'ont que 11 ans d'écart, mais 48 ans pour Valéry Giscard d'Estaing. Et en plus, Chaban a une voix qui n'est pas une voix qui passe très bien, qui est nasillarde, métallique, et qui n'est pas très agréable, donc moins en tout cas encore que la voix de Giscard, je ne sais pas si c'est ça réussit, mais en tout cas, ça a desservi Chaban. Il a même à un moment convoqué, enfin invité André Malraux, figure évidemment majeure du gaullisme et de la littérature, ancien ministre de la Culture, pour qu'il intervienne et qu'il parle du numérique déjà, etc., etc. Et Malraux, comme vous le savez, n'était pas nécessairement quelqu'un qui avait un discours fluide, limpide, etc. Et ça a été un véritable fiasco. Et ce qu'il faut savoir, et ça a fait une très mauvaise image, ça a donné une très mauvaise image, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'était enregistré, c'était pas en direct, et que Chaban, on lui a proposé de supprimer et de ne pas diffuser ça, et il a eu la courtoisie de dire on ne fait pas ça à Malraux. Donc il ne voulait pas que cet enregistrement qui avait été quand même un peu négatif, disons, ne soit retiré. Et puis, peut-être plus profond encore que tout cela, il base son discours, enfin son programme présidentiel de 1974 sur la nouvelle société. Sauf qu'en 1974, on n'est plus en 1969.
qu'entre-temps, il y a eu la crise, le début de ce qu'on a appelé la crise dont on percevait, ou ce qu'on croyait être une crise rapide, mais qui était au moins marquée par le choc pétrolier de l'automne 1973, et que le contexte, justement, si favorable, et très heureuse, hein, les 30 glorieuses dont je parlais tout à l'heure, n'était plus là, et qu'évidemment, donc, la nouvelle société, je veux dire, ne pouvait pas résonner aux yeux des Français de la même manière, aux yeux des Français qui redécouvraient le chômage, qui redécouvraient l'inflation, etc., qui avait disparu depuis bien longtemps. Voilà donc, je crois, si vous voulez, tout ce qui explique que finalement la dernière marche, hein, malgré la Croix de Lorraine portée pendant des années, n'ait pas permis finalement à Jacques Chaban-Delmas de devenir le 3e président gaulliste de la 5e République. Je vous remercie. Je peux vous remercier chaleureusement sur la chaise pour cet exposé et puis sur les conclusions que vous avez tirées de cet échec ultime, la dernière marche, comme vous avez dit. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être des questions que certains voudront poser à M. Lechaise. N'hésitez pas, je suis très friand de discussions avec la salle et d'échanges, puisqu'un certain nombre d'entre vous, comme moi, ont connu cette période et donc ont peut-être ne se reconnaissent peut-être pas dans ce que j'ai dit, donc n'hésitez pas à intervenir. On ne va pas faire un parallèle avec ce serait situation, hein, ce qu'on peut dire que la mairie du Bordeaux plus le Matignon sont très difficiles. Il y a une sorte de malédiction. Voilà, c'est une malédiction. Mais sur la nouvelle société, quand même, je pense qu'on a peut-être un peu perdu de vue l'ampleur de ce programme, de ce qu'il a pu représenter. Bon, je pense aussi la mensualisation. Oui. J'ai connu ça. On commençait à payer les gens au mois. C'était important. Hein, Bien sûr. et puis c'est la formation continue. Hein, c'était le départ de... Il y a sûrement des aspects qu'on a un petit peu perdu de vue. C'était effectivement, on pouvait rêver que d'autres personnes se seraient reconnues dans ce programme et seraient peut-être effectivement gêner la stratégie de la gauche qui a réussi par la suite. Il y avait effectivement chez Jacques Chaban-Delmas, par son tempérament personnel et par son expérience de Bordeaux, parce que je crois sincèrement, il l'a dit, mais je crois que là-dessus on peut lui faire confiance, qu'il a été très frappé quand il est arrivé à Bordeaux après la guerre. Il est arrivé en 1946, donc il connaissait très peu la ville, même s'il y avait des ancêtres un petit peu lointains. Il a dit qu'il avait été très frappé par l'état de la ville, qui avait souffert de la guerre, et qui était où il a rencontré la misère. Et ce jeune homme qui avait vécu dans un milieu plutôt correct, plutôt bourgeois, parisien, jusqu'à la guerre, il a là 31 ans, et il découvre en quelque sorte les séquelles de la guerre et une ville où il y a beaucoup de misère au sortir de la guerre. Et je crois que ça a contribué à développer chez lui cette fibre sociale, qu'il partageait encore une fois avec le général de Gaulle. Parce que de Gaulle avait toujours eu cet objectif social. Il l'avait affirmé dès l'époque du RPF, après la guerre. Mais, force est de constater que si de Gaulle avait réussi dans les deux autres grands objectifs, les institutions et la politique étrangère, c'est-à-dire l'indépendance de la France et les institutions, il n'avait pas mis en place, il n'avait pas fait les grandes réformes sociales qu'il avait sans doute en tête, notamment la participation, la fameuse participation, et qu'il n'avait pas pu réaliser. Alors, il s'était heurté à des obstacles, mais il n'avait pas fait. Chaban, effectivement, dans son discours, il y a ça. Et il le considère d'autant plus qu'il s'inspire de Michel Crozier. Michel Crozier qui a développé l'idée d'une société bloquée, le terme date de l'époque, et qui est conscient que si, en 1968, la France craque un peu, c'est parce qu'il y a des blocages. Il y a des blocages. La prospérité ne suffit pas, la réussite ne profite pas à tout le monde, il y a un certain malaise. Donc, il faut modifier. Et effectivement, réformer. Et je crois qu'il avait vraiment, ce texte est très riche, c'est un très gros texte que vous trouvez facilement sur Internet, mais que je vous invite à relire, parce qu'il est vraiment
pionnier d'une certaine manière, et il annonce un beau programme qui effectivement n'a été que partiellement réalisé, qui a été en partie réalisé, mais pas dans toute sa force. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à le qualifier de gaulliste de gauche? Alors, d'une certaine manière, on pourrait le qualifier je suis en train de préparer un livre justement sur le gaullisme de gauche. On pourrait d'une certaine manière le qualifier de gaulliste de gauche, mais sauf qu'il ne l'a jamais revendiqué, pour une raison simple, c'est que c'est un légitimiste, Chaban, et qu'il est resté toujours fidèle au parti gaulliste majoritaire, qu'il n'a jamais, à la différence de gaulliste de gauche, quitté le parti majoritaire en considérant qu'il était trop droitier, pour aller dans des petits partis, l'UDT, ou des groupuscules encore plus petits que l'UDT, qui constituaient les petits partis gaullistes de gauche. Et une preuve de cette légitimité, de cette fidélité de Chaban au parti majoritaire, quand Jacques Chirac s'empare du RPR, enfin crée le RPR en 1976 à la place de l'UDR, quand il s'en empare contre tous les barons du gaullisme qui sont bluffés mais qui n'en reviennent pas mais qui n'y perdent rien, et il est un peu furieux, il le fait savoir, mais il ne quitte pas le parti, et il est resté fidèle au RPR jusqu'au bout. Et quand Olivier Vivorca, que vous avez, je crois, entendu certains il y a quelques mois, lui avait demandé, il avait rencontré Chaban là, pour son bouquin « Nous entrerons dans la carrière », et quand Olivier lui avait demandé « Enfin, pourquoi êtes-vous resté fidèle au RPR ?» ben, il avait dit « C'est parce que c'est quand même le parti dans lequel il y a le plus de gaullistes. » Ben oui, par rapport aux petits partis gaullistes de gauche, c'est sûr qu'ils étaient plus nombreux. Mais effectivement, il est par le cœur plus proche des gaullistes de gauche que de ces gaullistes dits d'ordre contre lesquels il a eu à lutter pendant qu'il était Premier ministre. Si la salle n'a pas d'autres questions, on pourra poursuivre donc le dialogue. Vous avez dit tout à l'heure, fort justement, que la campagne de 1974 avait été mauvaise. Je crois aussi que la façon dont il l'a gérée a été parce qu'il a été marqué par le soi-disant sondage des renseignements généraux publié par Chirac, ministre de l'Intérieur, qui le donnait perdant face à Mitterrand au second tour, ce qui était un coup truqué. C'était même pas la vérité. Il y avait d'ailleurs eu un sondage précédemment qui disait que face à Mitterrand, il aurait fait 52%, et non pas 50,5% comme le fiscal. Ouais. Et je pense qu'il a été marqué psychologiquement, et que après, ça venait 1 an après l'affaire, 3 ans, pardon, après l'affaire de la feuille d'impôt. On avait dit à l'époque qu'elle était sortie du ministère des Finances, menée par Giscard. Alors, il y a eu des témoignages, M. Ledoux les a entendus, je crois, lors d'une journée d'études qu'il y a eu à Bordeaux et celle qui va être publiée, là, les 3 vies de Chaban l'année dernière. Il y a eu des témoignages contredisant un peu cette version, qui a été longtemps celle qui a circulé, en disant que finalement ça viendrait plus des gaullistes, de certains gaullistes, et notamment de l'entourage de Charles Pasqua. Déjà. Peut-être qu'un jour, si vous voulez, c'est comme pour l'affaire Boulin, ici, je pense que vous y êtes sensible, un jour sans doute, on aura peut-être par la totalité de l'ouverture des archives, des réponses là-dessus. À mon avis, il faut attendre que certaines personnes soient mortes. Y a-t-il d'autres questions? Ou alors, comme je vous l'ai dit, on peut poursuivre le dialogue avec M. Lachette. Alors, donc, je vous rappelle que vous avez 2 de ces ouvrages qui sont à votre disposition à la table de Catherine. Voilà.